Lurton, je vous laisse boire de l'eau. Je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter et surtout, voilà, vous êtes viticultrice, vous allez nous préciser où. Et je voulais savoir un petit peu quelle était votre implantation en fait dans votre territoire et comment vous gérez ça au jour le jour avec vos riverains. Excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste de l'oral. Donc Marie-Laure Lurton, je suis viticultrice depuis plus de 35 ans et très attachée à l'environnement puisque depuis 2003, c'est bon. Depuis 2003, je fais partie du réseau Terravitis et depuis beaucoup moins de temps du réseau Défi. Ce qui m'intéressait Je continue parce que je... Pardon ? Oui, de votre... Alors, on recherche la photo de votre vignoble, pour ne rien vous cacher. Je vais vous parler plus précisément de Villegeorges, qui se trouve à Avincent, une petite commune, et nous sommes entourés d'habitations. Donc ça faisait quelques années que j'avais envie de faire quelque chose avec mes voisins, mais bon... j'ai donc passé le pas l'an dernier. J'ai commencé par contacter le maire d'Avincent, que je connais bien. Et on a organisé tout simplement une réunion un samedi matin à 10h, un horaire parfait pour ceux qui veulent faire la grasse matinée. Donc je les ai tout simplement invités. Et comme je ne les connaissais pas, j'ai demandé à mon maître de chez de faire le tour des voisins et de laisser une invitation dans les boîtes aux lettres. Donc il a rencontré certains des voisins qui étaient présents. Et j'ai eu le plaisir de voir que tous ces voisins étaient très intéressés par cette invitation et touchés par la démarche. Bon, on ne trouve pas le visuel, mais c'est pas grave. Vous allez sur Google Maps et puis vous trouverez tout ça très bien. Donc on a organisé cette petite réunion. Donc je les ai invités à 10h au château de Villegeorges, dans notre salle, avec donc le maire et un membre du conseil municipal. Il y avait aussi des voisins viticulteurs qui sont venus, en particulier le château Citran, Denis Merlot, qui s'est gentiment déplacé. Il se trouve qu'il y avait aussi une personne qui travaillait dans le SME, qui est venu, donc qui a pu témoigner aussi. Le chef de culture, Habib Achingli, était présent, ainsi que le maître de chez, Jean-Denis Girard. Donc on a commencé par présenter notre démarche et ensuite répondre aux questions. Et on a terminé par une petite dégustation. Voilà, c'était très simple. Et quelle est la sensibilité justement des riverains par rapport à la démarche Terravitis que vous avez initiée depuis longtemps? Est-ce que ça a été un élément de compréhension? Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ça? Alors, ils ont été très étonnés de la qualité de notre démarche. J'ai senti qu'ils ne s'attendaient pas à ça, donc c'était très positif. Il y a eu des questions, mais il n'y avait pas d'inquiétude. C'est surtout ça qui m'a rassurée. Aucune inquiétude. Ils étaient contents d'être là, contents d'échanger, mais il n'y avait pas d'a priori négatif. Donc ça, c'est déjà une chance. Et vous avez continué ensuite les années suivantes? Est-ce que régulièrement vous avez maintenu justement ce contact à l'issue de cette première phase? Alors notre réunion date de l'an dernier. Voilà. Mon but, c'est de faire une réunion annuelle. Je trouve que c'est bien de garder le contact physique aussi avec les gens. Par contre, on a mis en place un système pour prévenir ceux qui le souhaitaient. C'est-à-dire ceux qui le souhaitaient s'inscrivaient, donner le moyen préférentiel par lequel on pouvait leur donner les dates de traitement. Donc soit par SMS, soit par mail. Et donc on a eu une vingtaine quand même de personnes qui sont inscrites et à qui on envoie une information avant traitement.
Yann Reynaud, pour faire le lien où on a parlé de parties prenantes, donc on a les viticulteurs, les riverains. Aujourd'hui, Vitirev, c'est un grand projet qui rassemble beaucoup de parties prenantes avec un objectif autour de la réduction des phytosanitaires. On en a beaucoup parlé tout au long de la journée. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce projet, les objectifs et le calendrier en fait, des actions qui vont pouvoir être mises en place? Bonjour à tous. Donc effectivement, Vitirev, c'est un projet qui s'est construit pour accompagner, accélérer la transition agroécologique des territoires viticoles sur un périmètre original, celui de la Nouvelle-Aquitaine, format nouvelle région, qui est un format original quand on parle de vignes, parce qu'effectivement on peut avoir des plans, des dispositifs soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle des vignobles avec les interprofessions. Or là, on s'intéresse à la Nouvelle-Aquitaine et on fait travailler ensemble les Cognaciais, les Bordelais, le Madiran, l'Irolégui, etc. Et c'est un projet qui marque une originalité forte aussi sur le collectif. C'est-à-dire que c'est un projet qui réunit dans le même bateau et avec les mêmes ambitions l'ensemble des acteurs qui sont présents aujourd'hui, mais qui va jusqu'aux collectivités notamment. C'est un projet qui fait la part belle aux collectivités. Bon, déjà, le projet est porté en chef de file par la région Nouvelle-Aquitaine, mais il permet justement d'aller faire ce lien avec les maires, avec la société civile, les associations sur le terrain. Donc dans les membres fondateurs du projet, on retrouve les chambres d'agriculture, l'IFV, la recherche avec l'INRA, l'ISVV, Bordeaux Sciences Agro, les interprofessions, la DRAF, la région Nouvelle-Aquitaine bien sûr, Innovin, Agri Sud-Ouest Innovation. Donc c'est tous ces acteurs qui se sont vus tous les mois pendant la phase de construction du projet pour répondre à un appel à projet national qui s'appelait Territoire d'innovation, qu'on a remporté. On a eu la bonne nouvelle en septembre 2019. Donc on a gagné un appel à projet de l'État, donc l'État qui va nous accompagner tout au long de la vie du projet. On est parti, alors c'est ça ce qui est bien aussi, c'est qu'on est parti sur du long terme. On est parti sur un plan de financement qui nous emmène jusqu'en 2027, ce qui nous a permis d'aller voir des acteurs sur le territoire et de leur dire qu'on s'inscrivait dans le temps et qu'on pouvait engager des transformations en profondeur, parce qu'on n'était pas là pour monter un projet et attendre des résultats tout de suite à 2 ans, 3 ans. On peut s'inscrire sur le temps et engager des vraies transformations qui prennent du temps. Alors parmi ces transformations, une des originalités proposées par Vitirev, et on a eu un exemple tout à l'heure avec les laboratoires d'innovation territoriale lisière urbaine, portés par le CISDO et la Fédération des grands vins de Bordeaux, et par le laboratoire d'innovation territoriale porté par l'interprofession du cognac. Ces laboratoires d'innovation territoriale, c'est la réadaptation de l'innovation à une échelle territoriale, à l'échelle d'un bassin de vie. Comment on prend à bras-le-corps cette question de réduction des produits phytosanitaires en l'adossant à d'autres questions qui font du sens pour le territoire. Et les questions qui font du sens pour le territoire, mais forcément ne sont pas les mêmes si on se situe à Bordeaux, vraiment à proximité de la ville. Et là, effectivement, on est dans un enjeu de concertation très fort, d'arriver en appui des maires, et donc on construit plutôt quelque chose qui ressemble à la lisière urbaine. Et quand on est dans le Madiran, par exemple, où un des enjeux, c'est aussi la survie du vignoble, l'installation des jeunes, l'attractivité des territoires, le no-tourisme. Donc en fait, c'est des sujets qui s'ajoutent à la question de départ qui était la réduction des phytos, mais qui donnent du sens aux acteurs du territoire pour s'engager. Et ces laboratoires d'innovation territoriale viennent, et globalement le projet Vitirev, viennent en complément des dispositifs déjà existants pour la réduction des phytos. Donc on a eu plein d'exemples d'initiatives, de projets financés toute cette journée. Il y a le projet Défi au niveau national, Ecophyto, notamment ces réseaux de défis qui existent déjà sur les territoires, qui réunissent des viticulteurs, un conseiller pour améliorer les pratiques avec des expérimentations. L'idée là, des laboratoires d'innovation territoriale, l'approche est un petit peu différente, c'est que l'inclusion des parties prenantes est plus large, elle s'inscrit sur un territoire avec l'ensemble des acteurs qui peuvent partager ce territoire. Donc on va retrouver plus largement, bien sûr, les viticulteurs, les usagers vraiment ciblés par l'action, qui doivent s'engager dans des expérimentations, mais aussi des chercheurs, des collectivités et la société civile, des associations qui peuvent participer à l'élaboration du diagnostic de ce que c'est que le bien vivre sur ce territoire, mais qui participent aussi avec leur savoir d'usage de vivant sur le territoire, participent aussi à l'élaboration des expérimentations et à leur évaluation.
Merci. Du coup, on a parlé de collectif, on a parlé d'éco-phyto, de défis, justement. Philippe, quel est le lien, quel va être l'apport, justement, de tous ces collectifs qui, historiquement, ont démarré avant, donc sont aujourd'hui une source de résultats, certes pas suffisamment diffusés, mais qui existent. Quel est le lien qui sera fait, justement, entre ces réseaux défis et l'action menée au sein de VitiREV, dont les objectifs sont les mêmes, au final? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de pouvoir parler des réseaux aujourd'hui. Parce que les réseaux défis, que ce soit les réseaux défis, que ce soit les réseaux 30 000, que ce soit les réseaux GI2E, quand je suis à Paris, on me dit « La Nouvelle-Aquitaine, vous êtes formidable. C'est là que vous avez le plus de réseaux mis en œuvre sur les territoires. » On a 61 réseaux qui sont en place, qui regroupent entre 10 et 15 viticulteurs. En vigne, je parle que de la vigne là. C'est énorme. Si on arrive à faire sur tous les territoires, effectivement, une projection de ce qui est fait dans ces groupes par tous les viticulteurs, c'est cette fameuse massification que vous cherchez, que nous cherchons au travers de VitiREV, on aura gagné, parce que moi je suis extrêmement choqué. J'ai fait beaucoup de réunions là récemment à cause des ZNT voisinage. Mais bien sûr, elles se passent dans des réseaux SME, des réseaux défis, des réseaux 30 000. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des performances des viticulteurs, quelquefois extraordinaires, qu'on n'est pas capable de mettre sur la table au regard des critiques qui sont posées. Donc ça, c'est un vrai sujet. La communication. Je pense que la communication, on peut essayer de la faire. On peut essayer de la faire mieux. Mais je vais reprendre quelque chose qui a été dit par M. Pes de Maïsadou, oui, je vais y arriver, Euralis, à son Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très fort. Il a dit la communication, on peut toujours mettre beaucoup d'argent là-dessus, ça va aider. Mais le mieux, c'est pas ça. C'est la co-construction qu'il faut faire. La co-construction avec les gens du territoire. Et là, je te rejoins complètement. Moi, je suis un adepte de ça. Il faut que le voisinage, nous puissions le rencontrer, vous puissiez exposer, comme vous l'avez fait ce matin, tout ce que vous faites de bien sur les territoires. Cette approche globale aussi, beaucoup plus systémique qu'on a mis en place. Parce que la vigne, ce n'est pas seulement les traitements phyto, c'est le mode de conduite de la vigne, c'est la façon de pouvoir aussi travailler son vin comme vous l'avez exposé. Je suis moins expert sur ces questions-là, mais c'est tout ça qu'il faut arriver à remontrer. Madame, vous avez raison, allez voir vos voisins, expliquez ce beau métier que vous faites. Et je suis sûr que les chartes dont on a parlé ce matin, les chartes, c'est un outil pour aller justement voir son voisin, exposer ce qu'on fait, et je pense que dans 90% des cas, ça va bien marcher. La preuve, c'est que ce matin, on a eu des expériences qui étaient déjà favorables. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Ces réseaux qui existent là, bien sûr, on sera à votre disposition pour les mettre, j'allais dire, en lien avec les litres qui sont proposés. Pour alimenter tout ça. Entre 17 et 25% de réduction de phyto sur tous ces réseaux. Hein, quand même. C'est quand même pas neutre. Quand on rajoute les différents leviers, Cognac, Laetitia n'a pas eu le temps d'en parler, mais Cognac, ils se sont mis sur la pulvérisation confinée. Ils ont, alors je ne sais pas les chiffres des pulvés confinés qu'on a vus, mais à Cognac, ils en ont acheté 300. Et pourquoi ils ont mis les pulvés confinés? Parce que les modes de réduction qu'on propose doivent être adaptés au type de production qu'on fait. Or, pour eux, le plus simple, vu la nécessité de production qu'ils ont, eh ben, c'était de pouvoir passer à du confiné qui permettent de réduire de 30% les phytos. Donc, adaptons chaque technique, chaque réduction possible, chaque levier aux performances de production de sa zone. Donc on rejoint toujours cette histoire de territoire. Philippe, juste pour faire le lien avec justement une question qui avait été posée, c'était, donc il y a du financement qui a été débloqué dans le cadre de VitiREV. Une des questions, c'était est-ce que ça va être une source pour aider les viticulteurs à investir dans le matériel? Est-ce que VitiREV va servir à ça? Pas spécifiquement investissement matériel, parce que là, VitiREV va se poser en accompagnement des dispositifs déjà existants. Donc il y a des aides qui existent déjà, notamment sur des collectifs pour du matériel. VitiREV va plutôt se placer en tant qu'écosystème de, comme on dit dans le jargon, de capacitation. C'est-à-dire que par un ensemble de leviers, on en a parlé tout à l'heure, le levier de l'assurance pour accompagner l'outil Décitraite, faire en sorte qu'on ait des systèmes assurantiels qui existent pour faciliter la prise de risque par les viticulteurs, par un écosystème d'investissement plus large sur des exploitations dans des projets de transition ou des entreprises
qui propose des solutions dans le domaine du biocontrôle, du machinisme, des OAD. Il y a ainsi 13 entreprises, par exemple, qui sont partenaires de VitiREV, qui vont être diligentées par l'État pour recevoir des investissements en fonds propres. Par le domaine de la formation, un travail sur l'attractivité des métiers pour, bien sûr, essayer d'aider la filière sur tous les métiers en tension qui sont d'autant plus nécessaires quand on s'engage sur des transitions écologiques. Voilà, c'est autant d'exemples de choses qui vont faire que VitiREV va se placer comme un écosystème d'appui à faire que les choses changent, mais on ne va pas rajouter un volant d'aide en plus à ce qui est déjà cofinancé par ailleurs. D'accord, ça sera autre chose en fait, notre vision. Pour terminer, je voudrais juste parler des ZNT et avant de laisser la parole à Philippe pour répondre à quelques questions. Justement, donc j'ai une viticultrice qui est pas loin. Comment vous allez organiser votre exploitation ou demain vos traitements au regard des évolutions l'évolution des ZNT et justement de contact avec les riverains que vous avez pu avoir. Peut-être que vous n'avez pas encore fait votre réunion, mais est-ce que vous pensez que ça va être une question qui sera soulevée par vos riverains avec lesquels vous avez des contacts? Merci. Moi j'avoue que j'aime prévenir plutôt que guérir, donc je ne vais pas attendre qu'on nous pose la question puisqu'on va refaire une réunion. Cette fois-ci j'aimerais la faire un petit peu plus tôt puisque l'an dernier on l'a fait au mois de mai, donc on avait déjà commencé à traiter. Donc si on peut la faire d'ici la fin du mois de mars, ça serait parfait. Et donc et puis en amont j'aimerais aussi en parler avec le maire puisque je vais me présenter au prochain conseil municipal et j'ai demandé à être dans la partie environnement. Voilà. Les chartes, normalement, à cette date-là, devraient être effectives, puisque la signature devrait avoir lieu à la fin du mois. Mais alors, les ZNT, c'est vrai qu'il faut, je pense, être intelligent et avoir du bon sens paysan. Donc, il y a une réglementation, mais après, il y a la réalité. Donc respecter les distances minimum vis-à-vis du voisinage, c'est évident. On connaît nos voisins. J'ai des tractoristes qui sont intelligents et qui ont bien compris qu'ils avaient un rôle important à jouer puisque c'est eux qui sont sur les tracteurs, c'est eux qui traitent. Et on peut avoir aussi des gens qui passent. Tout simplement qui se promènent. Les vignes, on n'a pas des barbelés autour, donc c'est un lieu qui peut être fréquenté par des personnes qui se baladent. Donc ils ont bien compris l'importance de leur attitude, d'arrêter le traitement dès qu'il y a une personne dans le voisinage, d'aller lui parler et d'attendre que cette personne soit partie pour pouvoir reprendre les traitements. Je pense qu'il faut aller jusqu'au détail du traitement parce qu'on va mettre en place des choses. Mais dans la réalité, il y a des cas qui ne sont pas prévus. Donc, c'est finalement celui qui va opérer le traitement qui doit avoir une attitude responsable. Et voilà, pour moi, c'est ça le fin mot de l'histoire. Merci. Du coup, Philippe, pour finir sur les ZNT, aujourd'hui, donc l'actualité a fait évoluer, a en tout cas éclairci pas mal de choses concernant justement les ZNT qui sont en train de se mettre en place. Il y a quelques questions concernant le méthyram 2.1. Alors ça c'est très technique. Les matières actives suspectées d'être perturbateurs endocriniens, comme le méthyram, sont-elles concernées par les ZNT? Est-ce que 10 mètres, ça sera suffisant? La vision que tu peux avoir, quelle est la position à la fois de l'expert, je dirais, et de l'État que tu représentes? Alors déjà, il faut expliquer pourquoi ces ZNT voisinage sont arrivés, ce qui n'est pas souvent dit. C'est l'ANSES au niveau de l'évaluation du risque qui a intégré, alors que ce n'était pas le cas, la problématique voisinage. Donc ils ont fait, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, une évaluation du risque 3, 5, 10 mètres avec des pulvérisateurs âgés portés sur donc, un certain nombre de cultures pour fixer ces ZNT. Ça n'existait pas avant. C'est mis en place maintenant. Donc c'est une évaluation de l'ANSES. C'est le premier point qu'il fallait souligner. Le deuxième point, c'est que l'arrêté et les chartes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'AMM qui prime. Donc quand il y a un produit qui sort de cette évaluation avec une ZNT, c'est la ZNT qui s'impose. Deuxième temps, les produits de biocontrôle 0 mètre, les produits classiques 10 mètres, les produits qui sont soit CMR 1 avec les phrases de risque
H qui sont indiqués, qui sont listés et qui sont facilement retrouvés sur l'étiquette, soit les perturbateurs endocriniens seront à 20 mètres. La liste des perturbateurs endocriniens, on en a parlé. Pour l'instant, on n'avait que la liste des perturbateurs endocriniens potentiels qui existait depuis 2017 et qui va être confortée au niveau de l'ANSES par une liste définitive qui va sortir, mais qui n'est pas encore sortie. Donc pour l'instant, comme produit à 20 mètres vrai, on a les produits CMR1 et demain les produits qui seront passés de potentiellement perturbateurs endocriniens à perturbateurs endocriniens. Mais pour cela, on peut aussi avoir les chartes qui permettent de moduler ces distances en fonction d'un certain nombre de choses. Je le dis parce que ça n'a pas été dit ce matin, la réduction de 10 mètres à 5 mètres ou de 10 mètres à 3 mètres sera possible puisque l'INRAE maintenant, puisque c'était l'IRSTEA qui s'occupait de ça surtout, va sortir la liste qui est au bulletin officiel du ministère de l'Agriculture des buses et pulvérisateurs qui peuvent limiter la dérive de 66% en mettant 2 colonnes cette fois, plus de 66%, plus de 90%, qui permettra de voir, en fonction des deux cas, passer à 5 mètres ou passer à 3 mètres. Donc ça, c'est le point. Deuxièmement, deuxième question assez récurrente, le cuivre. Le cuivre, même si l'on considère que c'est un biocontrôlant, on est en train d'en discuter, on a beaucoup de discussions là-dessus, mais quand bien même le cuivre sera considéré comme biocontrôle à 0 mètre, il faudra attendre les sorties d'AMM des cuivres qui ont été en réévaluation déposés au mois de mars pour savoir s'ils sont effectivement à donner toujours sans distance ou au contraire avec une ZNT qui dans ces cas-là s'imposera puisque ce sera l'AMM. D'accord ? Donc ça, je rappelle ces principes de base à tous parce que c'est important pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre dire, il n'y a pas le cuivre à 0 mètre pour l'instant, on va attendre que quelques spécialités seront à 0 mètre, mais d'autres qui vont revenir à l'issue de cette réévaluation seront peut-être à 10 mètres ou à 15 mètres. Donc, il faudra bien regarder l'étiquette. C'est ça qui est important. L'autorisation de mise sur le marché, l'étiquette, il faut absolument qu'on arrive à bien lire ces étiquettes pour ne pas se tromper. Alors ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Ce que j'allais dire quand même, moi je suis comme ce qui a été dit par madame, le bon sens paysan. Quand on est avec du soufre, même s'il est à 0 mètre, on ne va pas passer ça à côté du voisin parce que la réglementation t'autorise à le passer à 0 mètre. Enfin, il faut quand même aussi arriver à avoir un petit peu de logique. Et le bon sens paysan le sait, ça. Puisqu'on est bien placé pour le savoir à Bordeaux, que le soufre peut poser des difficultés. Hein. Rappelez-vous les histoires qu'il y a eu du côté de Blaye et qui ont été à l'origine de tout ce pataquès qu'on a maintenant sur les produits. Mais un pataquès qui est quand même bien. Je vois les évolutions que vous avez tous. Moi, je suis quand même satisfait de voir l'évolution quand même globalement de la viticulture. Encore une fois, toutes les réunions que j'ai eues cet hiver, et je vais encore aller dans plein de réunions la semaine prochaine et en fin de semaine, me montrent que les viticulteurs ont pris le train en marche. Mais c'est cette massification qu'il faut qu'on arrive à faire. Et pour ça, il faut qu'on limite les conflits. Donc, aller discuter avec les voisins, ça permet de limiter les conflits. Ce que vous faites, madame, c'est essentiel. Si on arrive à bien discuter avec son voisin, allez, 9 fois sur 10, on va éviter les problèmes. Il y aura quand même des conflits à gérer, c'est sûr. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, etc. Mais on va limiter les problèmes de manière forte. Et ça, c'est vraiment un conseil que je conseille, que je passe à la salle. Hein. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, ça peut être le mot de la fin, un peu de bon sens paysan, ça fait jamais de mal. Écoutez, je vous remercie, le temps a passé, on aurait pu encore longtemps discuter. Je vous remercie à tous.